Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de quelque chose qui nous concerne tous ici à La Réunion, c'est le 20 décembre. On va parler un peu, on va surtout parler d'émancipation. Alors avec nous, Patrick Sagani, professeur d'université. Oh non, je suis un simple écrivain essayiste aujourd'hui, totalement déchargé de toutes ces responsabilités administratives et je jouis de cette liberté. Donc c'est pourquoi je suis là avec vous pour pouvoir parler le plus sereinement possible et le plus librement possible, puisque c'est le sujet émancipation et liberté. D'accord. Et Guy Roger, que tout le monde connaît déjà, qui est venu, qui vient chaque semaine pour nous parler de sujets plutôt philosophiques et d'un regard détaché. Alors on parle d'émancipation, on va parler du 20 décembre. C'était vraiment une émancipation, le 20 décembre 1848? Eh bien, si on se réfère à un certain nombre d'ouvrages et aussi sur comment dire, nos ressentis, nos propres ressentis. C'est très important de rappeler que nous avons aussi nos ressentis. Eh bien, nous savons, comparativement à ce qui s'est passé aux Antilles, notamment en Martinique, qu'effectivement, l'abolition ne s'est pas passée, en tout cas comme une résultante libératoire. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que en réalité, ce dont il était question, c'était de faire appliquer la fameuse loi d'avril 1848. Il avait, Sardagaya, 2 mois pour pouvoir l'appliquer. La deadline, si j'ose dire, c'était bien le 20 décembre et il a réussi à le faire. Mais il faut bien savoir qu'en Martinique, quand le commissaire est arrivé, le commissaire qui était affecté pour la Martinique est arrivé, lui, il a vu la situation. La situation, c'est que les esclaves s'étaient révoltés, avaient pris en otage le gouverneur de l'île pour lui faire signer le décret, bien avant que le commissaire fût arrivé. Donc, en réalité, l'abolition, c'était un acte administratif, et peut-être que c'est là qu'il faudrait faire un distinguo entre l'émancipation et la liberté. Alors, juste ouvrir une parenthèse, parce que on a parlé de la Réunion, des Antilles. Juste ouvrir une parenthèse sur Haïti. Oui. Sur Toussaint Louverture. Parce que ça a été quand même quelque chose de particulier, le combat qu'il a mené, la position de la France à un moment donné, et comment ça a abouti à l'échec, finalement. Un très gros échec, oui. Surtout quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, Haïti étant la première république noire de l'histoire, Haïti, il faut pas oublier, Toussaint Louverture a eu affaire à pas n'importe qui, à Napoléon lui-même. Et c'est de cette façon dont il a pu véritablement s'en abstraire et conduire son peuple vers une forme de révolution qui n'a pas été achevée, il faut bien le dire. Et aujourd'hui non plus. Comment? Et aujourd'hui non plus. Oui, parce que ça n'a jamais été achevé. Ça n'a jamais été achevé. Ça a été une révolution contrariée. C'est ça. N'oublions pas que Haïti possède toujours liberté, égalité, fraternité à leur fronton de la nation. C'est aussi une chose à considérer. Ils auraient pu changer entre-temps, ils ne l'ont pas fait. Le problème avec ça, avec cette émancipation que nous allons discuter, c'est que moi je trouve que depuis des décennies on en parle. On en parle de cette émancipation, de ce pouvoir d'être libre. Mais finalement, on l'a fait seulement, comme tu dis, c'est marqué sur les frontons, liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, c'est pas inscrit dans nos cœurs. Parce que tout le monde continue à vouloir cette émancipation. Cette émancipation, c'est quoi cette émancipation? Qu'est-ce qu'on veut? Qui veut cette émancipation? C'est celui qui n'est pas content de sa situation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut autre chose que ce qu'il vit. Il veut pas vivre cette chose-là. Il veut vivre quelque chose qu'il va projeter et il va dire c'est la liberté. Donc il va le marquer sur ses frontons. Ça n'existe pas. Mais tous on se fait leurrer parce que c'est décret, c'est écrit partout et tout le monde l'esclavage est fini. Mais non, c'est pas fini. C'est tu es esclave encore de ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est cette égalité, fraternité qui n'existe pas. Ouais. Et là, on est en train de dire, allons voir si s'émanciper de cet esclavage, de cette vie que nous avons, c'est pas une fuite quelque part,
sans voir le problème vraiment qui se passe là en soi. Parce que chacun d'entre nous doit le voir. Parce que si on n'a pas vu chacun d'entre nous, eh ben chacun d'entre nous, on va toujours le répéter de la même manière. On va vouloir esclavager quelqu'un. Oui, oui, tout à fait. Juste un mot. Si on reprend l'histoire des rois marrons, Baal, Phaonce, Simandef, on voit que l'émancipation a commencé déjà à ce moment-là. Tout à fait. C'est-à-dire que je fais bien de rappeler que nous avons dans notre histoire, dans les replis ténébreux de notre histoire, qui ne nous a pas été livré, notamment par l'école, qu'il y a eu pendant 150 ans le royaume de l'intérieur à La Réunion. C'est-à-dire un projet de société qui n'était pas basé sur le projet de société malgache. C'était des gens épris de liberté. Ils connaissaient l'esclavage depuis le 7e siècle à Madagascar. Et les Madagascariens, donc c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, qui n'étaient pas justement que des Malgaches, puisqu'ils ont pu rallier à eux beaucoup d'autres peuples, soit qui se sont échappés et des plantations, soit que finalement qui ont embrassé la cause. Mais il y avait pendant 150 ans un royaume de l'intérieur avec un projet qui n'était pas celui qui pouvait créer ou penser à Madagascar, mais bien ici un lieu où la liberté, alors bien sûr organisée en chefferie à leur façon, imposée par une langue qui est une sorte de créole, qui était en fait un syncrétisme de tous les langues malgaches originelles, et que tout le monde parlait, même ceux qui étaient des non-malgaches. Ceux-là, ils avaient dans la tête un lieu de liberté, une sorte d'utopia. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous a pas été transmis. Mais nous savons aujourd'hui, depuis les années 2010, depuis qu'on a commencé les fouilles archéologiques, qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous a complètement échappé parce que tout simplement effacé, au moment de 1848, tout ça a été effacé au profit d'un autre projet de société que nous connaissons aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier de raviver cette mémoire, ce récit qui nous a été caché, dont on est privé et qui, justement, je rejoins ce que tu disais, génère cette frustration perpétuellement. C'est-à-dire on rejoue cette révolution. On va toujours parler, comme tu parles là maintenant, comme on parle tous, toujours de cet esclavage. Tous les 20 décembre, on va faire une fête, on va faire qui n'en est pas une, puisque c'est une célébration. En théorie, on ne peut pas en faire une fête. Mais on en parle. On parle de quelque chose qui fut et qui nous a emprisonnés, tout un chacun. Tout à fait. Dans nos idées, dans nos envies de nous débarrasser de ça, cette émancipation qu'on veut, l'émancipation de mes parents, l'émancipation de mon patron, l'émancipation de tout ce qui m'embête, je veux m'en séparer. Mais c'est une fuite, tout ça. Tout à fait. Et maintenant, la racine de tout ça, c'est peut-être ça qu'il faudrait en parler maintenant. Oui. Justement, je vais continuer sur ce que vient de dire Guy Roger, c'est le fait de célébrer, c'est l'impression de se libérer de quelque chose à chaque fois. Chaque 20 décembre, on vient pour se libérer à nouveau, comme si on est toujours esclave de quelque chose. Et est-ce que cette fête-là, finalement, cette célébration n'est pas un rendez-vous pour se rappeler qu'on n'est plus esclave, et à chaque fois, finalement, on revient l'année ensuite, on est toujours esclave, et ça se perpétue. Moi, je pense que c'est ce que tu viens de dire, s'origine dans les premiers instants du 20 décembre. C'est-à-dire, on a répertorié pratiquement rien d'un point de vue festif dans ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit rassemblement, je ne sais plus dans quelle commune, qui a fait date parce que quelqu'un l'a couché sur du papier, mais en réalité, il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu une allégresse. Il n'y a rien eu de tout ça, puisqu'il savait que dès le lendemain, il devait retourner à la plantation. Alors, peut-être sous une autre dénomination administrative, mais il savait, et ils avaient l'interdiction de ne justement pas connaître ce que Rousseau appelait la liberté naturelle. Ça, il n'avait pas la possibilité, et il le savait. Donc, il n'y a pas eu d'allégresse. Je pense qu'à chaque fois, le 20 décembre, il y a parmi nous beaucoup de personnes qui voudraient finalement rejouer cette part-là qui nous a été privée, qui finalement aurait dû donner lieu à une forme, comment dire, oui, de liberté. Alors, pas de liberté, je le disais, naturelle, une liberté
pour le moins civile, en sachant que cette liberté aurait été forcément contrariée. Et d'un point de vue philosophique, là, je te rejoins, Guy. Effectivement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça, justement, la capacité à nous approprier nous-mêmes, c'est-à-dire à avoir une souveraineté psychologique, philosophique, écologique, et même, j'allais dire, entrepreneuriale, c'est-à-dire, en fait, se prendre en charge, y compris dans la façon d'écrire nos propres histoires. Et ça, c'est ce qui nous reste. Ce sont les lieux dans lesquels nous pouvons avoir un contrôle quasi absolu, c'est-à-dire dans l'en-soi. Une liberté qui s'écrit. Comment? Une liberté oui. que l'on écrit, qu'on parle, n'est pas la liberté. C'est une explication de la liberté. Il faut bien transmettre. Attends. Une explication n'est pas le vécu. C'est sûr. C'est seulement quand c'est vécu que c'est transmis. Autrement, c'est transmis comme une ADN de génération en génération et tout le monde explique comment c'est la liberté, on le marque partout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi je dis, peut-être... Il faut des éveilleurs de conscience. Voilà. C'est de sortir de cette stratégie, de vouloir tout expliquer pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir faire croire que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Le secret de la liberté, c'est ce que tu es. Tu es la liberté, toi-même. Parce que si tu es libre, tu ne vas pas chercher à t'émanciper. Hein? Personne ne va s'émanciper, il est libre. Ok? Donc, il nous faut être émancipé de quelque chose pour pouvoir comprendre qu'on est plus libre. Moi, je dis, tu es ce que tu es là. C'est un leurre que tu sois émancipé. Parce que tu veux fuir une situation que tu as créée, que le monde a créée, et on t'emprisonne là-dedans. Et on te dit maintenant, il faut te libérer. Mais tu es prisonnier. Et il faut te libérer, tu peux pas. Tu es ça, tu es l'emprisonnement, tu es l'esclave. Alors, alors, esclave. Le problème, c'est que entre la définition d'esclave avant 1848 et esclave aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Ça, c'est pas la même chose. Absolument. Mais malgré tout, l'être humain est prisonnier de quelque chose. Alors, comment peut-il déjà s'émanciper de son histoire et s'émanciper de sa vie d'aujourd'hui? Parce qu'il y a deux choses. Attends, oui, d'accord. Le problème, c'est que nous sommes, comme tu dis, peut-être qu'on le voit différemment. C'est la liberté, l'esclavage d'avant n'est pas le même que maintenant. C'est que déjà, il doit déjà se mettre en accord avec son histoire. C'est de continuer à vivre ce passé au présent, ou alors arriver complètement à s'en détacher. Ça, c'est une chose. Oui. L'autre, c'est, de par le contexte de la société d'aujourd'hui, les cadres qui sont mis, qui sont vraiment oppressants, il est prisonnier de sa vie. Mais c'est la même chose. C'est l'emprisonnement du cadre, c'est l'esclavage. Que ce soit il y a 5000 ans, dans les pyramides d'Égypte, ou maintenant, c'est la même chose. On te dit, va travailler, il faut réussir. En fait, Guy, j'y suis, en fait, essaie de te faire mettre le doigt sur deux choses bien distinctes. C'est-à-dire que nous avons, nous, réunionnais, en fait, sur ce sujet, plusieurs clés d'entrée. Oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs strates. Mais alors, je voudrais, puisqu'on a commencé sans coup fait rire, au moins rappeler une chose fondamentale. Et j'espère que ceux qui nous regardent, nous écoutent, seront un peu sensibles à ça. La chose qui devrait d'abord nous apparaître comme une évidence, c'est que quand on s'installe dans une telle conversation, un tel échange, il faut d'abord considérer que là, nous trois, et ceux qui nous regardent, nous écoutent, nous sommes frères. D'abord, affirmer notre fraternité. Oui. N'oublions jamais cela. C'est-à-dire qu'au moment où s'installe cet échange, je connais la pertinence de Guy, je connais la pertinence de JSP, d'abord nous mettre d'accord sur le fait que nous sommes frères. Autour de cette table, ça c'est, à mon avis, éminemment important. Et une fois qu'on a installé, on s'est bien entendu sur le fait que nous sommes tous frères, et voir que finalement nous allons parler pratiquement de la même chose, avec des clés d'entrée et des affects et des histoires différentes, se dire après, à ce moment-là, bon maintenant, mettons en résonance certains mots, essayons en se rappelant à chaque fois que quand l'autre va dire ceci ou elle va dire cela, eh bien nous parlons de la même chose, mais de façon avec peut-être des lumières diffractées, peut-être avec des lumières un peu trop intenses, mais des fois, rappelons, pourquoi je le dis, c'est parce que nous sommes dans une société dans laquelle nous avons
n'ont pas perdu cela. Ça n'a jamais été institué. Je me souviens d'une conversation avec Édouard Glissant qui me disait, en rappelant, je sais, un de ses livres de 79 qui s'appelait Le discours antillais, il me disait, Patrick, rien nous a incité à nous entendre entre nous, que ce soit martiniquais ou réunionnais. Ça n'a jamais été institué. Regarde bien, à chaque fois quand il y a discussion, nous sommes en but sur le fait que peut-être nous avons affaire à quelqu'un qui nous est contraire. C'est les mœurs, ça. C'est les mœurs instituées par des systèmes, pas seulement de type colonial, mais esclavagistes. Mais effectivement, d'abord affirmons que nous sommes frères. D'accord. Voilà. Ne disons pas, nous savons tous que nous sommes esclaves. On est frères. Oui, Okay? oui. On est tous esclaves. Oui. On est esclaves de quelque chose. Tu peux me comprendre, je peux te comprendre. Oui. Je comprends quand tu vis de la frustration, quand tu veux t'émanciper. Je peux te comprendre. Oui. Et je peux comprendre l'humanité avant nous qui a fait la même chose. Parce qu'ils étaient oppressés par quelque chose. Je te comprends. 100%, 120%, je te comprends. Parce que quand tu as peur, c'est comme ça ici, pareil. Je suis comme toi, je suis toi. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Donc, nous sommes unis dans un même bateau et nous allons tous dans la même direction. Nous allons là où on peut se libérer. Tout dépend qui tient le gouvernail. Il n'y a pas de gouvernail, justement. Justement. S'il y a un bateau, alors effectivement, il y a un gouvernail, mais il y a aussi ceux qui vont aider, piloter un petit peu au niveau de la voilure, ou s'il y en a une, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entende. Rappelons-nous le radeau de la Méduse. Non, bref, là je m'éloigne. Mais je voulais juste rappeler ce point qui est à mon avis essentiel. Il faut absolument qu'on se rende compte dès l'entame de ce type d'échange, pas de conversation, déjà, même pas de débat, parce qu'on peut pas avoir forcément de débat là-dessus. Nous parlons avec cœur et nous parlons sur le plan de la fraternité. Je sais pas si toi, J. Smith, tu es d'accord avec ça. Non, je voulais surtout faire qu'on ne mélange pas. Je veux dire, quand on parle d'esclavage, d'émancipation de l'état d'esclavage, c'est une chose. Si on parle d'émancipation aujourd'hui, c'est une autre émancipation. Et c'est ça que je voudrais ne pas mélanger. On en a parlé souvent sur ce plateau, Guy, de savoir comment, et souvent je fais référence à Bouddha, tout le monde parle d'illumination. Bouddha a juste réussi à ne plus ressentir, à rien ressentir, pour ne pas être esclave de ses émotions. Oui, par la méditation, par un travail patient sur soi. D'accord ? Le silence et tout. Oui. Et c'est pour ça que je disais que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a eu l'esclavage de 1848 aboli, officiellement le 20 décembre, oui. Et il y a cet esclavage de notre vie d'aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut pas, je ne veux pas mélanger, je veux pas qu'on mélange ça. Mais c'est compréhensible. Mais sachant que la vie, Gismi, la vie, elle n'est pas, tu peux pas te dire, j'ai ma vie de travail, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de ceci, j'ai ma vie de cela. Tu as cassé les vies en morceaux. Et tu dis ça c'est mieux, ça c'est moins mieux. Ok ? Moi je dis que la vie, si tu sais la regarder avec un œil holistique, l'ensemble de tout ce qui se passe, c'est la race humaine qui l'avons fourni. Et ça s'est pas tombé sur notre tête, ça. Je suis d'accord. Nous l'avons fait. Je suis d'accord. Donc il faut réaliser que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'expérience de toute la race humaine avant nous que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes le résultat de ce que la race humaine a fait. Oui, nous sommes le résultat de Sapiens, c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord. Mais encore une fois, si on veut expliquer l'émancipation sur ce plateau, il vaut mieux ne pas mélanger ces deux choses-là. D'accord. Mais parlons de l'émancipation que il y a dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Le distinguo à faire entre émancipation et liberté. L'émancipation, comment dire, c'est un processus. On va penser l'émancipation comme un processus où on va effectivement parvenir à s'abstraire ou pas de certaines contraintes. Et puis la liberté, c'est un état. D'ailleurs, on le considère a posteriori. Mais surtout, on le considère a posteriori dans un confort, puisque c'est un système qui institue un État qui dit liberté. En sachant pertinemment, d'ailleurs le système le dit d'une certaine façon, il suffit de regarder un petit peu les constitutions, mais à un moment donné, on finit par comprendre quand même que cette liberté, elle est toute relative. Elle est, à La Réunion, elle est carrément
elle est carrément diffractée, elle est inaccomplie, etc. C'est une image de la liberté qu'on a. Voilà, c'est on une n'a pas image. la liberté, c'est une image. Oui, et pour ceux qui seront les plus, comment dirais-je, positifs, le mot est peut-être pas le meilleur, mais on va pouvoir dire, bah oui, mais c'est un idéal vers lequel il faut tendre. En revanche, la liberté, c'est que l'on jouit quand je vois des gens esquisser des pas de danse du Maloya. Je sais pas si vous observez. Moi, j'arrive à les observer parce que je ne suis pas partie prenante. Je les observe à ce moment-là. Je vois quand même sur le visage quelque chose qui fait qu'il se passe quelque chose. C'est pas une dépossession de soi. Là, on se retrouve dans le siècle du 18e, du 19e, où les gens, à la fin de la journée, se mettaient à danser cette danse d'origine malgache et qui permettait justement d'être en lien avec les ancêtres et surtout s'abstraire des lourdeurs de la journée. Eh bien, moi, quand je vois, alors, de toutes sortes de personnes, jeunes ou vieux, de quelque bord que ce soit, et je vois ce même visage qui indique que la personne est en train, sans même peut-être en avoir conscience, est en train de se rattacher momentanément à quelque chose qui finalement n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours. Mais c'est dans son ADN. Mais évidemment, on va dire ça. Ça sera de l'inexpliqué. C'est quelque chose d'irréductible. Et c'est quelque chose qui est suscité à un moment particulier. Ça demande une certaine ambiance, ça demande d'ailleurs une certaine luminosité, etc., etc. Et voilà. Mais je voulais pas m'étendre dans la liberté, est-ce qu'elle vient de là? Bah non, justement. La liberté, c'est une chose. Alors, là, on va aller sur le plan, juste pendant 5 minutes. Ah non, je vais justement, je vais plutôt réduire le temps en quelques secondes. On va terminer là-dessus. Oui. On va remettre ça à demain. On va repartir exactement sur cet élément-là. On aura 20 minutes pour pouvoir développer. Okay. D'accord? Okay. Merci Guy Roger, merci Patrice Sagani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à demain. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. On s'était arrêté sur la définition de l'émancipation de la liberté, je crois, Patrice Sagani. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. On va essayer de se taper dessus encore 20 minutes pour voir un petit peu entre la liberté philosophique et la liberté, j'allais dire, par rapport à des postures de l'histoire. Oui. On va voir que c'est pas simple, mais on était sur la définition de la liberté et l'émancipation, du moins en faire une sorte de distinguo. Et on se disait effectivement que l'émancipation était un processus, un processus pour s'abstraire des contraintes. Alors que la liberté est un état, alors soit donné par un système, soit offert par le confort d'un État qui est institué administrativement depuis longtemps, etc., etc., de façon séculaire. Et ça, c'est extrêmement différent. Ce sont deux processus différents parce que la liberté, bien souvent, elle est considérée comme inaccomplie ou diffractée, et même, j'ai entendu parler de liberté négative. C'est un concept qui est très à la mode en ce moment parce que effectivement dans les recherches qui ont cours actuellement sur la question, je ne parle pas de wokisme expressément, c'est une chose qui est extrêmement importante que de parler de liberté, mais de liberté à contrario. Voilà. Je voulais juste faire ça. Je vais quand même poser la question. On a ces définitions-là. Alors, et je vais être précis là-dessus, Guy Roger. Quelle est votre définition, par rapport à ce que vient de dire Patrice Sagani, de la liberté et de l'émancipation? Alors, ce qu'il parle, tout ce qu'il a dit là-dedans, il y a juste la recherche de la liberté. Il y a l'émancipation qui emmènera peut-être à la liberté, mais on parle de ça depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, on continue à parler. Moi, je dis, allons arrêter de parler de tout ça,
allons voir si c'est possible de vivre libre. Là. Parce que ça me concerne. Et ça concerne chacun d'entre nous ici à La Réunion. C'est pas de parler de la liberté, comment ce sera, ça va devenir et tout ça. On en a fait tout ça, tous les 20 décembre, on en fait tous les jours. Parce que nous sommes tous dans la quête de quelque chose qui va nous soulager. On veut sortir de la pression sociale, de la pression qui est sur nous, tu vois. Et donc, le monde aujourd'hui est coincé là-dedans. Moi, je viens là maintenant, aujourd'hui, et dire, allons voir si c'est possible de cesser de parler de ça, mais de le vivre. Parce que, tu vois, on peut en parler parce que l'histoire va se répéter encore. Demain, il y aura encore des contraintes, il y aura encore des gens qui veulent s'émanciper de quelque chose d'autre. Et là, je dis, est-ce que c'est possible de mettre actuellement, il suffit simplement de regarder un peu ce qui se passe au niveau des actualités, des chaînes d'information continue pour bien se rendre compte que la liberté, l'émancipation, c'est une chose qui tenaille les gens à travers toute la planète, quel que soit l'endroit. Et effectivement, ça, c'est plus que nodal. C'est la première question que l'on se pose quand on a l'âge de raison. En réalité, c'est bien en filigrane ce que l'enfant se pose comme question et voit de façon lancinante à travers le regard des adultes. Effectivement, c'est la chose. Alors, il y a des stratégies qui nous permettent de nous abstraire de ce que finalement on considérerait des choses qui nous entraveraient. Et donc, qui finalement nous... Là, je parle de façon philosophique, exprès, pour toi, Guy. Donc, ça signifie simplement que la liberté ou l'émancipation, là, je mets sur les deux plans expressément pour toi, c'est une chose qui s'acquiert à l'aune de soi-même. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas dépendre d'un système éducatif, on ne va pas dépendre de ses parents, on ne va pas dépendre d'un système souvent coercitif pour pouvoir réfléchir à comment on va pouvoir y arriver. Non, on va le vivre à l'aune de soi-même. Donc, on va chercher à se créer des stratégies. Eh bien, il y en a plusieurs de stratégies d'origines diverses. Certains vont chercher auprès de la religion ou une certaine spiritualité. Certains vont du côté, et c'est fort heureux, la créativité sous toutes ses formes. Je ne parle pas de la créativité dans l'acception occidentale du terme. Certains vont simplement s'isoler et retrouver les bienfaits de la nature et finalement, par exemple, vivre de façon autarcique, ou simili-autarcique. On peut jamais s'abstraire de l'humain véritablement, mais faire en sorte que l'on soit le meilleur en étant autonome, c'est-à-dire à l'aune de soi-même. Et ça, je trouve ça admirable. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment surpris ces derniers temps, c'est de me rendre compte à quel point toutes nouvelles générations, les personnes qui n'ont pas encore 30 ans, qui sont entre 18 et 25, se disent, là, comment je vais faire, alors que tout fout le camp, comment je vais faire pour réussir à vivre ma vie en n'étant pas inféodé à ce système que j'exècre, en n'étant pas inféodé à cet état de conscience de mes parents ou de ma famille. Je veux pouvoir vivre non pas à l'aune de moi-même pour être dans un moi hyper puissant. C'est pas ça. Il s'agit pour ces jeunes gens qui sont extrêmement éclairés, bien souvent ils viennent de grandes écoles, se dire voilà, je sais que ça va être dur, je veux être moi-même, je veux me réaliser, je veux être dans une relative liberté. Alors je vais continuer sur ce que vient de dire Patrice Ayani. Je pense que c'est quelque chose que vous l'avez constaté, nous arrivons à la fin d'un cycle. D'accord ? Est-ce que c'est une forme imposée d'émancipation ? Parce que ce qu'on a cru qu'allait durer, qui nous donnait ce confort, ben, ça s'est cassé la figure. Oui, tout à fait. Les choses sont parties à volo. Ouais. Et là, on se retrouve dans une situation comme si l'avion avait lâché une bombe. Tout est au sol, tout est cassé. Est-ce que là, c'est une forme obligée d'émancipation? C'est une forme de liberté parce qu'on n'a plus rien autour de nous, ce à quoi on pourrait s'attacher, on pourrait s'accrocher. Et là, on se retrouve face à
j'allais dire, à un terrain qui a été vraiment ravagé, tout est cassé, il faut repartir, il faut reconstruire. Est-ce que c'est une façon de dire on a la liberté de recommencer? Oui, mais tu vois, cette liberté que tu vas prendre d'un terrain neuf, la liberté n'existe pas là, dans ce terrain neuf. Pas sur le terrain, mais en toi. Oui, Est-ce justement. que toi, tu vas pouvoir vivre une liberté? Oui, ça veut dire que tu as abandonné tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, parce que tu ne vas pas le ruminer. Ouais. Tu vas pas le mettre tout le temps sur le tapis, les 20 décembre et tout ça. Tu vas pas voir les gens que tu aimes pas et tu vas dire, toi, tu es un salaud, tu as ceci. Donc, en fait, tu vas arrêter de cogiter. Tu vas être en paix. Cette paix que tu as quand tu ne demandes plus rien à personne, c'est ça la liberté. Autrement, il n'y a pas de liberté. Autrement, il n'y a que des discussions sur la liberté et tout le monde cherche cette liberté-là. Et quand tu cherches, tu n'es pas libre parce que tu es dépendant de quelque chose que tu vas trouver. Et ce que tu es dépendant ne peut pas être la liberté parce que tu seras dépendant de ce que tu as trouvé. Alors, pour parachever, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une conversation Edgar Morin, le penseur de la complexité, qui a 103 ans aujourd'hui, ne communique plus que par WhatsApp et de façon haïku, une phrase ou deux. Et je lui ai posé la question dernièrement en lui disant, voilà, Edgar, lui, il est au courant de tout, hein, malgré tout. Je lui pose la question, alors, nous sommes dans un monde totalement disrupté. On ne peut pas parler de ce monde avec des paradigmes déjà connus. C'est ça. Toi qui possèdes la pensée complexe, qui en est le héros, AUT, est-ce que tu t'es senti disrupté toi aussi dans ta pensée? Il me répond d'une simple phrase, tant qu'il y aura des humains, nous continuerons. Alors c'est exactement, à mon avis, la meilleure des réponses, c'est-à-dire que la magie de l'humain va toujours opérer de telle sorte qu'il va trouver une stratégie pour pouvoir quand même y arriver. Le quand même est important. Oui, ça veut dire que ce sera toujours imparfait. Le quand même est important. Oui, mais est-ce que ce que tu cherches, est-ce que ça vient de quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que naturellement, c'est pas ce que tu es, la liberté? De toute manière, oui. Parce que tu vois, tout ce qu'on va pouvoir faire pour gagner ça, ce sera vaine démarche. Parce qu'on va le faire avec ce qu'on sait. Exactement. Et là, on ne sait plus rien. Et là, on ne sait plus rien. Exactement. On est arrivé devant un paradigme là où on n'a plus rien. Plus rien. Donc, ce que tu es à ce moment-là, c'est vidé. Et ce que tu es là, c'est vidé de tout. Et il n'y a plus rien. C'est ça la liberté. Et là-dedans, tu reconnaîtras que, en sentant qu'on est évidé, il y a une jouissance à ressentir. Bien sûr, c'est ça la joie. C'est la jubilation. Alors oui, c'est la joie. La joie de vivre. C'est celle de Spinoza. Oui, c'est la joie. Exactement. Et c'est à partir de cette joie qu'on a du mal d'ailleurs à transmettre alentour, à partir de cette jubilation intérieure, que tout peut, pas seulement recommencer, mais tout peut être, mais déjà en l'ayant affirmé en soi-même, c'est-à-dire en ayant l'exercice de la praticité. C'est-à-dire, en gros, là où peut-être on se rejoindra pas, c'est dans l'effort à fournir. Toi, tu dis qu'on peut le faire pratiquement. Je le sens, hein, dans ce que tu l'as pas dit, mais on peut le faire sans effort. Tu sais, même pour la pleine conscience, l'exercice de la pleine conscience, il va falloir quand même faire un effort pour pouvoir entrer dans la pleine conscience. C'est pour ça qu'on est encore là. Bah voilà. Parce que tout le monde fait encore des efforts. Écoute, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est voulu, ce n'est pas la vie. Parce que l'homme veut. La vie ne veut rien. Et la vie, c'est rien. Oui. C'est ce que tu es quand tout s'efface. Le moment est là. Oui. Alors, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de demain. Admettons que nous soyons regardés par des jeunes actuellement. Là. Oui. Ils vont se poser la question de savoir, bon, maintenant, comment je fais? Une fois que Guy a dit cela, et je souscris totalement, hein, c'est aussi ma philosophie. Mais une fois qu'on a dit cela, eux, ils se disent, et on retombe dans nos travers, mais comment je fais? Pratiquement. Moi, je réponds qu'il y a des stratégies, effectivement. Je peux les lister, ces stratégies. Bien sûr. En plus, plus on avance dans les nouvelles technologies, plus on parvient finalement à trouver de vraies stratégies beaucoup plus affinées, parce que tout simplement, nous vivons au XXIe siècle. Mais en réalité,
Et il y a une forte demande de comment j'y arrive. Et Mais c'est là qu'on voit des transhumances en Inde, c'est là qu'on voit des gens aller dans des endroits totalement improbables. En ce moment, on me rapporte que pas mal de gens sont dans le chamanisme, alors qui est un chamanisme, alors c'est pas celui dont tu parles toi, mais un chamanisme échevelé. Oui. Et donc, alors on se croirait revenu dans les années 70, alors qu'on n'y est plus du tout, et qu'on y a bien tiré la chasse. Mais non, il y a non pas une volonté de revenir à des étapes antérieures, mais il y a une volonté véritablement de se dire, tiens, ground zéro. Allez, on a appuyé sur le bouton, allons-y. En plus, on se lève le matin avec un type en Russie qui nous dit, attention, hein, moi je suis prêt à appuyer sur le bouton. Oui, mais attends, tu sais, ce bouton, on est au ground zéro, ok? Et là, on dit, il faut plus rien faire. OK, mais on trouvera toujours quelqu'un qui veut atteindre quelque chose. Puisque, moi je dis, il n'y a rien à faire. Si tu veux atteindre l'illumination, quoi que ce soit, tu dis comment? C'est foutu. Oui. Tu recommences. Oui. Tu recommences à être dans la formation de toutes les choses que tu veux faire pour pouvoir avoir ça. Moi je dis, arrête-toi. Oui, en fait, ce que tu dis, alors, pour reprendre tes propos. Sois silencieux. Voilà, sois silencieux. Sois. On va même dire sois. Soit, même pas silencieux, soit. Ouais. Et tu sais que, alors je reviens avec les jeunes, c'est inconsistant le soit. Oui, justement. Ils prendront 40 ans pour le comprendre. Oui. Tu comprends? Ils prendront 40 ans pour le comprendre. Et la question sous-jacente, c'est celle que je pourrais te poser, c'est est-ce que, comment, non pas ramener ces 40 ans à rien, non, c'est impossible, mais comment finalement enseigner ça dès le plus jeune âge, je veux dire dès la primaire, c'est-à-dire faire en sorte que justement au moment où ils se posent les meilleures questions, 3, 4, 5 ans, à ce moment-là, instiller cela. Il faudrait des Guy Roger, tu vois, qui iraient dans chaque école maternelle pour justement sensibiliser à ce qu'ils sont déjà en train d'expérimenter, mais maintenant, parce qu'ils sont dans une école, ils sont en train d'en faire des questions, d'en faire un propos concerté. Et c'est pourquoi, effectivement, j'en finis, vas-y. C'est pourquoi, effectivement, je crois que tout passe par l'éducation. D'accord. Pour répondre à la question. D'accord. Cette éducation que nous avons aujourd'hui, ok, on dit à nos enfants comment il faut faire. Mais qui dit à ces enfants comment il faut faire? Ce sont ceux qui savent pas comment il faut faire. Donc, comment veux-tu enseigner à l'enfant quelque chose que tu sais pas? Il y a personne qui sait. Ah oui, alors. Moi je dis, ne fais rien. Laisse la vie faire. Alors, il y a quelqu'un que tu connais qui s'appelle Montessori, Maria Montessori. Il y a eu aussi Freinet, qui ont eu ce même trait d'intelligence et qui se sont dit, eh bien, on va rassembler les enfants et ils vont s'enseigner les uns les autres par justement juste faire à partir du jeu. Et c'est là qu'à mon avis, ça devient intéressant. Voilà. Je pense que le jeu va revenir dans nos espaces pour justement apprécier l'émancipation. Et tout le monde apprend. L'éducateur, les enfants apprennent en même temps. Oui, exactement. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de la mêlée. Oui. Ça, là, c'est la révolution complète. Oui, et non seulement c'est la révolution complète, mais c'est ce que je voulais vous dire dans ce que vous venez de voir. Quand on prend les philosophes de notre histoire, on écoute leur façon ne serait-ce que d'être cartésien parfois, ou le fait de douter toujours, donc de ne pas exister pleinement, finalement. Pas de conclusion, quoi. Voilà, pas de conclusion. Pas de conclusion. Oui, pas de conclusion. Est-ce que c'est une façon d'être qui amène la liberté, par exemple? Bien sûr, parce que quand il n'y a pas de conclusion, il y a la liberté. Voilà. C'est une posture. Aucune case, pas de case. Pas de case. Tout est ouvert. Et surtout rappeler à chaque fois que nous sommes frères. Et que donc forcément, souvent, depuis ces 10 dernières années, les gens se posent la question, les scientifiques, les artistes, comment est-ce que Néandertal a pu disparaître alors qu'il était beaucoup plus fort que Sapiens? C'est relativement simple. Sapiens, qui était beaucoup plus faible, se mettait à plusieurs, donc devait se construire en réseau. Il pouvait pas, il n'avait pas assez de force pour tuer avec une lance son animal en face. Et il fallait donc projeter
cette langue. Donc, en fait, l'enseigner. Et donc, c'est ça qui a fait que... l'intelligence a compensé. Voilà, l'intelligence, les concertations, le langage, le réseautage, comme diraient les Canadiens, c'est cela qui nous a sauvés. Et c'est cela qui nous sauvera encore. Ouais, je crois qu'il faut qu'on parle comme ça tout le temps. Comment? C'est-à-dire, ce langage que nous avons tous les trois, si on met ça en évidence, parce que à la fin, on a tout mis sur la table. Tu as mis ta partie, moi aussi j'ai mis sur la table. À la fin, les gens qui ont écouté, ils savent qu'est-ce qui est vrai. Ils savent. Parce que on n'a pas à prouver ça. Non. C'est inné dans chacun d'entre nous. Et quand tu as entendu tout ça, c'est pour ça que je dis, parlons de tout ça. Parlons de ça dans ta famille, avec ton ami, ton patron. Parle de tout ça. Dérange les esprits parce qu'on est tellement conventionné avec des idées qui sont arrêtées, des conclusions, qu'il faut casser tout ça. Moi, je dirais en conclusion, l'émancipation et la liberté, c'est une histoire d'éducation et surtout d'esprit critique. Tant qu'on garde cela intact, l'esprit critique, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a une vitalité là et on peut avoir une richesse extraordinaire à partir. Et c'est ça la liberté, cette richesse. Ouais. C'est que tu peux aller dans toutes les strates de la vie et les voir. Tu es libre de voir. Et autrement, on n'est pas libre de voir parce qu'on a des conclusions. Tu vois? Je mets les pieds dans le plat. Ah, allons-y. Je mets les pieds dans le plat en disant que si on va dans ce sens, la question c'est de pouvoir échanger sans conclusion, sans faire. Mais à quel moment l'individu va se mettre dans cette situation-là? Ça veut dire qu'il va quitter sa zone de confort, accepter de quitter sa zone de confort pour venir dans cette zone on a définie là. Ah oui, c'est au moment où on aura préalablement instauré un climat, un sentiment d'amour fraternel. Oui, d'accord. Je crois que c'est le préalable. Si quand tout le monde est bienvenu. C'est comme en Afrique, avec ce cercle que l'on forme, avec les sages, les griots, le simple fait de se mettre en cercle, déjà les gens se mettent à se dire, bon, je vais pas dire n'importe quoi, déjà d'une part, je vais me mettre non pas à réfléchir, mais à écouter, l'essentiel étant d'écouter. C'est ce que je ne fais pas là. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps. En Amazonie, il y avait des tribus qui vivaient dans la forêt assez séparées les uns des autres, mais une fois de temps en temps, ils se rencontraient. Et quand ils se rencontraient, ils discutaient. Ils parlaient ensemble de choses essentielles, quoi. Ils parlent, et puis tout le monde doit repartir à ses besognes, à ses activités, à sa famille. Et bien, quand tout le monde se quitte, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a plus besoin d'expliquer. Parce que c'est ça. Oui. Et c'est ça. La magie s'est opérée. Exactement. La magie s'est opérée. Oui. C'est ça. Et je pense que quand nous discutons comme ça, il y a une magie qui se fait. Parce que on n'annonce pas une tempête, là. Non. On annonce quelque chose qui est déjà existant, c'est la vie. Et la vie, elle est comme ça. Mais elle n'est pas comme on aimerait. La vie qu'on aimerait n'est pas ce qu'il y a. C'est quelque chose qu'on aimerait avoir. Mais je pense, pour répondre à vos deux questionnements, je pense que tant qu'on n'aura pas accepté le manifester, comme vraiment le manifester, finalement, on se sera fabriqué des besoins non essentiels et des tracasseries à n'en plus finir et des maladies. Et des illusions. Et des illusions. Ouais. Et illusion de l'ego, précisément. Bien sûr. Alors, sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. D'accord. Sur des sujets. Et on va essayer de faire ça de manière régulière, de se voir et de poser les questions essentielles. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Merci Patrick Singani. Merci également à Guy Roger. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.